Nous avons établi la différence fondamentale entre nature et état dans la vidéo précédente. Vous vous souvenez la phrase mathématique « nature égale état moins circonstance » ou bien, manipulé algébriquement, état égale nature plus circonstance? Alors, dans les deux cas, l'état, ça désigne des symptômes, ça désigne les déséquilibres des doshas. Alors, les excès que les doshas vont contracter vont provoquer des symptômes des fois subtils, décoloration de la peau ou bien sensation de froid. Mais parfois, les symptômes peuvent être très évidents, une pneumonie carabinée ou de l'insomnie ou par exemple du psoriasis, une éruption de psoriasis, une migraine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que les symptômes relatifs au même dosha évoluent ensemble. Donc, on voit une aggravation des symptômes d'un même dosha qui va aggraver les autres aspects du dosha et qui va provoquer davantage de troubles ou bien un apaisement général, c'est-à-dire que tous les symptômes du même dosha vont redescendre ensemble. Autrement dit, les doshas permettent de regrouper les symptômes en famille pour qu'on puisse les comprendre et les traiter ensemble plutôt que séparément. Voici ce qu'en pense notre mentor ayurvédique, le Dr Vishnu. So there is always a combination of 2 or more doshas in every person, even in Prakriti, even when they are in normal state. Like sometimes it will be 70% Vata, 30% Pitta or 20% Pitta and the remaining Kapha. Always 3 doshas exist together. They never are without each other. Only the concentration of each dosha may be stronger than the other one. So that's why we call you Vata Prakriti or Pitta Prakriti. If Vata is too strong and Pitta is the next one which is strong, you become Vata Pitta Prakriti. To understand it in a more practical way, let's take a person who talks very fast, whose actions are very fast, who seem to be fickle-minded all the time. At the same time, he also gets very touchy and angry about many things, or there might be huge mood swings existing together. All these qualities existing together. Now you declare him as Vata Pitta. In such a condition, if he gets a gastritic symptom, that is, if he gets a heartburn, along with a knee joint pain, then it is the problem, the Vikriti of Vata and Pitta together, and which is seen in many cases. So you need not, think about how to treat Pitta without affecting Vata or how to treat Vata without affecting Pitta. You need not think about it, you can just do it. You just see whichever is the strongest symptom and treat for that first. Get it under control and then treat for the next strong symptom and get it also under control and put him on a holistic diet, exercises and proper dinacharya. Dinacharya is daily routine, then he'll be fine. Voyons quelles sont ces familles de déséquilibre, à commencer par le groupe de symptômes Vata. Sensation de froid intérieur, confusion, volubilité, ballonnement, rigidité, douleur articulaire, sécheresse de la peau et des muqueuses, constipation. Il y a aussi des émotions dominantes. Inquiétude, timidité, anxiété, peur, panique et autres symptômes. Perte de poids, émaciation, démangeaison, sécheresse, difficulté à s'endormir, sommeil agité, problèmes neurologiques, tremblements, délire, hallucinations, dépression nerveuse. Quant au déséquilibre Pitta, les premiers symptômes qui se manifesteront pourraient être une sensation de chaleur, de brûlure, des rougeurs, inflammation. On observe un goût amer en bouche, des fortes odeurs corporelles des excréments, appétit et soif excessive. Au niveau des émotions, on peut ressentir de l'insatisfaction, de la colère, de l'impatience, de la culpabilité, de l'irritabilité et parfois des symptômes plus graves ou des pathologies telles que des brûlements gastriques, des reflux gastriques, des infections bactériennes et fongiques, des diarrhées intenses, infectieuses, une certaine diminution des heures de sommeil, des problèmes hépatiques ainsi que de la haute pression. Et les premiers symptômes Kapha seront
Sensation de froid dans les extrémités. Lourdeur, fatigue, paresse, pâleur, mucus, digestion lente, légère démangeaison à divers endroits sur le corps. Sinon, au niveau des émotions, la nostalgie, le découragement, la mélancolie, la tristesse et la peine. Il y a aussi d'autres symptômes qui pourraient survenir. Coloration blanchâtre de la peau, des selles et des yeux, la peau moite et ou un peu grasse, la salivation excessive, des nausées, la congestion respiratoire, toux intermittente due au mucus, édème, rétention d'eau, surplus de poids, obésité, coloration blanche de l'urine, articulation flasque et dépression. Alors, qui dit état, dit déséquilibre. Qui dit déséquilibre, dit symptômes. Et qui dit symptômes, dit maladie. Alors, quand on a développé une maladie, une pathologie complète, le diabète, l'hépatite, la sinusite, c'est qu'on a déjà déséquilibré plus d'un dosha, 2, 3 doshas parfois. Le corps nous envoie des signaux. Il faut les écouter. L'Ayurveda nous aide à déceler quels sont ces signaux pour éviter que les symptômes, les déséquilibres se développent en maladie. Lorsqu'un dosha s'aggrave, il a tendance à entraîner les autres doshas à sa suite. Un dosha s'aggrave pendant un moment, provoque des symptômes dans sa famille de symptômes, puis il va entraîner une autre famille de symptômes à sa suite. Un bon exemple, l'ostéoarthrite, qu'on appelle communément l'arthrose. Dans un cas d'arthrose, vous avez de l'inflammation. Donc, pitta est touché. Et pitta, éventuellement, va entraîner de la douleur, ce qui est un symptôme vata. Donc, au départ, vous avez une aggravation pitta, et par la suite, ça se développe en aggravation vata. Et donc, l'arthrose est une maladie vata-pitta. Un même déséquilibre peut aussi avoir toute une variété de causes. C'est-à-dire que toute propriété ou qualité avec laquelle on entre en contact et qui a les mêmes qualités que le dosha en excès va nous provoquer davantage de symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un exemple simple. Si on est exposé au soleil, qui a une qualité chaude, alors on va voir les symptômes pitta s'aggraver, parce que pitta est déjà chaud. Donc tout ce qui est chaud va activer les symptômes pitta. Alors il peut y avoir une foule de facteurs qui influencent cette aggravation, qui augmente cette chaleur, d'une part. D'autre part, une pathologie peut aussi se traduire par différents symptômes ou par des symptômes de type vata, pitta ou kapha. Exemple, un mal de tête. Les maux de tête qu'on attribue généralement à vata peuvent très bien être de type vata, donc une constriction des vaisseaux sanguins, ce qui va provoquer des douleurs vives, lancinantes, ou bien ça pourrait être un mal de tête de type pitta, avec le sang, la pression sanguine qui bat dans les tempes. Alors à ce moment-là, on va avoir une douleur au rythme des battements du cœur. Et les maux de tête kapha ressemblent un peu plus à un étau qui nous enserre, une congestion, une lourdeur. Donc la douleur va être un peu plus sourde. À ce moment-là, les remèdes ne seront pas les mêmes. Si vous appliquez du froid sur un mal de tête vata, les symptômes vont empirer parce que les vaisseaux sanguins vont se contracter davantage. Ce qui va, en contrepartie, bénéficier à pitta, puisque ces vaisseaux sanguins sont en expansion. Donc le froid va soulager pitta, qui est chaud, et la chaleur va soulager les maux de tête vata et kapha, qui sont tous deux froids. L'état varie parfois très lentement, parfois très rapidement. Certains états peuvent durer qu'un moment, alors que d'autres peuvent perdurer toute une vie. L'état évolue de façon inégale. Mais par contre, les familles de symptômes évoluent de concert. Mais si on est heureux et en parfaite santé, il est tout à fait normal d'avoir absolument rien à dire sur son état. Il suffit d'en profiter. Nous avons appris dans les vidéos précédentes que les propriétés des doshas, leur qualité, nous permettent d'éviter certaines influences négatives et de favoriser des influences positives. Pour ce faire, on recherche des qualités qui sont contraires à celles des doshas en excès. Et aussi, on évite des éléments ou des choses qui ont une qualité semblable à ces mêmes doshas en excès. Donc pour vata, on évite tout ce qui est propre à vata. Donc on évite le sec, le léger, le rugueux, le subtil, le mobile, le froid. Alors on doit favoriser tout ce qui est onctueux, humide et gras. Onctueux, c'est humide et gras. Donc on favorise l'onctueux, le lourd, le doux, le grossier, le stable et le chaud. Concrètement, ce que ça signifie, se coucher tôt, avoir une routine, rester au chaud, prendre un peu de soleil, éviter les déplacements,
les horaires surchargés, se concentrer sur ses souhaits plutôt que ses peurs, faire des activités concrètes comme jardiner ou bricoler, éviter les excès de stimulation des sens en évitant les écrans et la musique forte par exemple, faire des exercices confortables avec beaucoup d'étirements, pratiquer la respiration, une alimentation consistante, nourrissante, surtout chaude et humide, portions plutôt modérées, infusion d'avoine fleurie, de bétoine, de cater et autres toniques pour fortifier le système nerveux. Quant à Pitta, voici quelques exemples pour l'apaiser. Se balader en nature, s'entourer de grands espaces, de verdure, d'eau, se promener sous la lune, rechercher la beauté. Pitta bénéficie de rechercher le plaisir et l'humour, de porter un parfum doux, de porter attention à ses acquis plutôt qu'à ses manques, à ses victoires plutôt qu'à ses défaites. Les exercices intenses suivis de relaxation profonde apaisent Pitta aussi. Il doit éviter la compétition cependant. Quant à l'alimentation, on la préfère copieuse, consistante, rafraîchissante, surtout crue et peu grasse, contenant beaucoup de verdure. Et les infusions de mélisse, de menthe et de camomille sauront rafraîchir et calmer Pitta également. Kapha est froid, lourd, stable, lent, collant, onctueux et doux. Alors on va rechercher le chaud, le léger, le mobile, le rapide, le fluide, le sec et le rugueux. Concrètement, ça signifie on évite de se lever trop tard le matin ou on se discipline à faire des exercices aérobiques et plutôt intenses, ou s'exposer au vent et au soleil, se concentrer sur l'avenir plutôt que de ruminer le passé, entreprendre des projets, un voyage exotique, une pratique spirituelle, sortir de sa zone de confort, veiller tard, s'épivarder un peu. Une alimentation légère, aux saveurs relevées, surtout chaudes, beaucoup de légumes. Des infusions de plantes digestives comme le gingembre, l'épine vinette ou les bourgeons de sapin. L'approche multifactorielle, c'est simplement de dire que les pathologies et les déséquilibres ont plusieurs causes, très souvent une multiplicité de causes et de facteurs aggravants, et non pas une seule. En médecine moderne, on s'est beaucoup attardé à découvrir la cause unique d'une maladie, ou bien du moins les causes dominantes, pour pouvoir les éliminer et vaincre la pathologie. Or, on atteint des limites. On plafonne avec cette technique-là. Il y a certaines pathologies qui nécessitent une approche holistique, c'est-à-dire qui tient compte de tous les facteurs aggravants et d'un ensemble de facteurs positifs. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On intervient au niveau de l'attitude, donc la psychologie, mais aussi du mode de vie, les exercices, l'heure du coucher. On peut intervenir aussi au niveau de l'alimentation, qui a une énorme influence sur la santé. Et ensuite, on peut penser aux plantes médicinales, aux remèdes internes, aux suppléments et à des thérapies particulières. Donc, c'est en intervenant à une foule de niveaux qu'on va maximiser notre impact. Qu'est-ce qui illustre bien cette situation? C'est une balance à plateau. Imaginez que d'un côté, vous avez la santé et de l'autre côté, vous avez la maladie. Alors, lorsque vous êtes malade et que vous cherchez à retrouver la santé, vous cherchez à éliminer des facteurs aggravants, par exemple, éviter de vous coucher trop tard ou fumer la cigarette, et vous cherchez à améliorer les facteurs positifs, une alimentation saine, etc. Ce qui arrive, c'est qu'au départ, on ne voit pas de changement, parce qu'il y a une force de résistance. Le poids est trop fort du côté de la maladie. Donc, on doit poursuivre et multiplier nos interventions jusqu'à ce que la balance se mette à s'agiter. Et lorsque la balance commence à bouger, la force d'inertie est vaincue, on a quasiment gagné. Il faut continuer encore un peu, et là, on va aller du côté de la santé. L'inverse est aussi vrai. Si on est en santé et qu'on commence à fumer la cigarette, par exemple, on ne va pas attraper une pneumonie du jour au lendemain. Donc, le corps a une certaine résistance, on peut prendre une certaine quantité de facteurs aggravants et on ne va pas tout de suite tomber en état de maladie. Donc, la balance à plateau illustre bien que, d'une part, on doit se concentrer sur éliminer des facteurs aggravants, d'autre part, se concentrer sur des facteurs positifs et poursuivre, perdurer, renforcer le mouvement jusqu'à ce que l'inertie soit vaincue. Parfois, il s'agit simplement de prendre un remède à plus grosse dose ou plus fréquemment, parce que le remède peut être bon, mais sa fréquence ou son intensité peut être insuffisante.
Connaître notre état nous permet de réagir aux circonstances du moment et ainsi retrouver notre équilibre, notre vraie nature. Pour y arriver, il faut observer les manifestations physiques. Le pouls, la peau, les yeux, les symptômes. Ça nous permet d'identifier le dosha correspondant à notre état et ainsi rechercher des aliments, des activités, des remèdes qui sont complètement contraires à ces qualités. Que faire lorsque plusieurs doshas sont impliqués en même temps? Nous verrons dans les prochaines vidéos comment mieux évaluer les signes vitaux et comment résoudre les situations complexes ou contradictoires.